Bonjour à tous, il est maintenant 11h30. Nous allons commencer le lancement du projet contre le harcèlement LGBTQ+, en milieu de travail, collaboration entre le Conseil du patronat du Québec et la Fondation Émergence. Je cède la parole à Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Merci, Dani. Bonjour à tous, chers amis, partenaires, membres du Conseil du patronat du Québec, gouverneurs et alliés de la Fondation Émergence. Pour débuter cet événement de lancement du projet de la Fondation Émergence contre le harcèlement des personnes LGBTQ+, en milieu de travail, je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires qui ont rendu ce projet possible. La Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail qui a financé ce projet et bien sûr le Conseil du patronat du Québec, partenaire de ce projet. Nous avons également eu le plaisir de travailler avec Éducalois qui nous a épaulés pour vulgariser la vulgarisation juridique du contenu de nos vidéos de sensibilisation. Merci de votre soutien, merci de votre confiance. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour en savoir plus sur ce sujet et ainsi marquer leur engagement contre le harcèlement en milieu de travail. Je souligne tout particulièrement la présence de M. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, Carl. Bonjour. En matière de diversité et plus particulièrement des communautés LGBTQ+, on a beaucoup parlé de la tolérance puis d'acceptation. On parle aujourd'hui plus d'inclusion. Pour nous, à la Fondation Émergence, l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milieu de travail, c'est simplement de se sentir à l'aise de mentionner son conjoint dans les discussions avec des collègues, d'exprimer librement son identité et son expression de genre, d'être soi-même, sans savoir à craindre l'isolement, les moqueries ou d'autres formes d'harcèlement. Comme vous le pourrez le constater dans les statistiques que nous vous partagerons à l'instant, le harcèlement psychologique et sexuel est une problématique majeure qu'il faut combattre pour permettre l'inclusion et l'épanouissement des personnes LGBTQ en milieu de travail. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de développer, de concert avec le Conseil du patronat du Québec, cette campagne de sensibilisation pour accompagner les entreprises québécoises dans leur démarche d'inclusion. Sur ce, je passe la parole à Carl. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Tout d'abord, merci à toi et à la Fondation. Merci à Laurent et à Olivia que nous aurons l'occasion d'entendre dans les prochaines minutes. Je l'ai déjà dit précédemment, mais on ne peut pas remettre en question la pertinence d'une organisation comme la vôtre. Vous démontrez encore et malheureusement, jour après jour, que la mission de la Fondation Émergence est encore d'actualité. Je suis extrêmement fier, au nom du Conseil du patronat, d'être parmi vous aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, le harcèlement au travail, comme l'intimidation et la discrimination sexuelle, sont des termes malheureusement intégrés dans notre vocabulaire. On est sensibilisé, on sait que ça existe, on sait aussi que certaines personnes en souffrent. Mais ce qui me jette le plus par terre, je dirais, personnellement, c'est probablement le fait que ce soit encore aussi répandu. Que malgré les histoires d'horreur, les efforts de sensibilisation et les discussions dans l'espace public, on n'en finit pas avec ça. Certains chiffres ont déjà été dévoilés, notamment la proportion importante, 65 de travailleurs qui ont été victimes d'harcèlement au moins une fois au cours des 5 dernières années. C'est aberrant. Je suis certain que les autres statistiques qui seront révélées aujourd'hui sauront mettre en lumière ce fléau de société. Et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre le sont encore plus. En 2022, vraiment, est-ce qu'on est encore là? Force est de constater qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Pourtant, la diversité au sein de nos équipes est une richesse, une valeur ajoutée. Il faut la chérir. Notre société en a toujours été et une qui est ouverte à la différence et à la diversité sous toutes ses formes. En matière de harcèlement au travail, il faut protéger les victimes, les accompagner et les inciter à porter plainte. On doit déconstruire la culture de la peur et de la honte qui persiste encore dans nos organisations. Il faut aussi éduquer
les témoins et les acteurs du harcèlement. Les milieux de travail ont une responsabilité à ce chapitre, dans ce qui se passe entre leurs quatre murs. Les employeurs peuvent et doivent faire quelque chose. Souvent, il existe des ressources et des outils pour cela, mais ils ne sont pas suffisamment connus par le personnel. Les employés comme les gestionnaires doivent être bien outillés quand survient une situation d'harcèlement. Ils doivent savoir où se tourner. Je suis convaincu que collectivement, on peut faire mieux en matière de prévention du harcèlement au travail. Et le CPQ répond présent à cet effort. Je vous invite maintenant à écouter Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Alors, Laurent, je te cède le micro. Merci beaucoup, Carl, et merci pour l'engagement du Conseil du patronat du Québec. C'est vraiment une grande fierté de pouvoir collaborer avec vous sur ce projet-là. Donc, le projet qu'on lance aujourd'hui s'inscrit dans un programme qui est plus large, qu'on appelle Pro-Alliés et qui est présenté par Desjardins. Donc, ce programme vise à créer des milieux de travail alliés qui assurent la sécurité et l'inclusion des personnes LGBTQ+. Dans le cadre de Pro-Alliés, on offre des outils de sensibilisation et également un service de formation, tout ça pour que les entreprises deviennent des alliés proactifs. L'objectif du projet contre le harcèlement que subissent les personnes LGBTQ+ en milieu de travail va se déployer au cours des prochains mois. Donc, on est à un point de départ. Et tout ça pour mieux préparer les travailleuses et travailleurs à, 1, repérer et 2, réagir face au harcèlement des personnes LGBTQ+ en milieu de travail. 5 grandes activités sont prévues et qui seront déployées, comme je l'ai mentionné, au cours des prochains mois. La première, c'est la formation, qui est une déclinaison de la formation standard de Pro-Alliés qui dure 2 heures et aborde les bases de la diversité sexuelle et de genre, les enjeux qui concernent les personnes LGBTQ+ en milieu de travail et les bonnes pratiques pour créer un milieu de travail inclusif. La formation, ce qu'elle aura de particulier, c'est qu'elle va mettre l'accent sur le harcèlement psychologique et sexuel que subissent les personnes LGBTQ+. Donc, on va parler des définitions du harcèlement, des exemples concrets, présentation de statistiques, les impacts du harcèlement à la fois sur les personnes, mais sur le milieu de travail, des témoignages et finalement des bonnes pratiques à mettre en place dans votre entreprise. À noter que jusqu'au 31 mai, un tarif préférentiel est disponible pour les membres du Conseil du patronat du Québec. Donc, je vous inviterai à contacter Olivia Baker, chargée de programme de Pro-Alliés et formatrice, pour en savoir plus et réserver votre formation. La deuxième activité, c'est de l'accompagnement. Donc, c'est de l'accompagnement qui vise à répondre à vos questions, vous accompagner dans l'implémentation de bonnes pratiques dans votre milieu de travail. Par exemple, on peut aider à informer les gestionnaires pour adopter des bonnes pratiques lorsqu'un membre du personnel fait une transition, par exemple, ou on peut réviser des documents ou des formulaires pour qu'ils soient inclusifs des personnes LGBTQ+. Autre note, pour toutes les personnes et les entreprises qui suivront la formation à tarif préférentiel auront droit à 1 heure d'accompagnement gratuite pour répondre aux questions qui auront été soulevées à la suite de la formation. La troisième activité qui est prévue, c'est le sondage que Olivia va vous présenter, donc un sondage préparé par la Fondation et mené par Léger Marketing. Quatrième activité, restez à l'affût de nos réseaux sociaux. Plusieurs visuels seront publiés sur notre Instagram, sur notre Facebook. Ici, on cherche à sensibiliser le grand public sur le harcèlement que subissent les personnes LGBTQ+ en milieu de travail. Donc, on vous invite à les partager, bien sûr. Et finalement, la dernière activité, ce sera la diffusion de 10 capsules vidéo de sensibilisation qui expliqueront ce que c'est le harcèlement sexuel et psychologique en donnant des exemples de situations qui affectent les communautés LGBTQ+. Donc, ces vidéos seront publiées graduellement au cours des prochains mois. Et aujourd'hui, juste avant la présentation d'Olivia sur les résultats du sondage, je suis très fier de vous montrer la première vidéo qui sera publiée cette semaine. Voyons ensemble la définition du harcèlement psychologique. Il s'agit d'une conduite blessante ou humiliante qui se manifeste soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés.
Le saviez-vous? Même si la répétition est un élément clé du harcèlement, un seul geste peut être considéré comme du harcèlement s'il s'agit d'un comportement grave. Voici quelques exemples d'actions qui peuvent constituer du harcèlement psychologique. Isoler la personne en l'empêchant de s'exprimer ou en l'ignorant. Dénigrer la personne en se moquant d'elle, en utilisant les mauvais pronoms de façon répétitive ou en répandant des rumeurs à son sujet. Discréditer la personne en lui donnant des tâches en bas de ses compétences. Menacer la personne ou agir de façon agressive envers elle. Il s'agit de comportements hostiles ou non désirés qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique et créent un milieu de travail néfaste. L'intention de la personne qui harcèle n'est pas importante. Plus d'une personne lesbienne, gay, bisexuelle ou pansexuelle sur 4 et près d'une personne trans sur 2 a été victime de harcèlement au cours des 5 dernières années dans son milieu de travail à cause de son orientation sexuelle ou identité de genre. Le harcèlement psychologique est illégal et ne doit jamais être toléré. Si vous vivez du harcèlement ou que vous en êtes témoin, parlez-en. Contactez la CNESST pour plus de renseignements sur le harcèlement au travail et consultez la politique sur le harcèlement dans votre milieu de travail pour connaître la marche à suivre. Et pour en savoir plus sur comment cultiver un milieu de travail inclusif et accueillant de la diversité sexuelle et de genre, demandez la formation ProAllié. Voyons ensemble. Parfait. Je vais pouvoir maintenant vous présenter les résultats du sondage. Donc, vous avez vu la petite vidéo qui a été créée. Donc, je vous inviterai maintenant. Je vais juste partager mon écran. Excusez. OK. Donc, au niveau des résultats, d'abord, je veux juste vous donner un petit mot sur ce sondage. Donc, comment est-ce qu'il a été fait? Donc, c'est un sondage qui a été fait par Léger Marketing auprès de 2003 Québécois, Québécoises, travailleuses non autonomes. Donc, ça veut dire que c'était des personnes qui ne travaillaient pas tout seules. Des personnes qui soit parlaient français, soit parlaient anglais, qui étaient âgées de plus de 18 ans. Et c'était sur la population générale, mais avec un échantillon représentatif de personnes LGBTQ+, qui était de 14% dans ce sondage-là, ce qui correspond au taux qu'on retrouve dans nos derniers sondages des dernières années, qui était autour de 12-13%. C'est une collecte de données qui a été faite entre le 16 et le 27 novembre 2021, donc vraiment fin 2021. Donc, c'est quelque chose qui est encore très récent. Ensuite, au niveau des définitions, on a vu une très belle vidéo qui vous a expliqué un petit peu le harcèlement psychologique. L'intérêt, je trouve, un des points forts de cette étude, c'est que normalement, quand on fait des études sur le harcèlement, on demande tout simplement aux gens, est-ce que vous avez subi du harcèlement? Le problème avec cette question-là, c'est que souvent, les gens ne savent pas que ce qu'ils ont vécu, c'est du harcèlement, parce que les gens n'ont pas forcément une bonne définition du harcèlement avec laquelle juger ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que dans cette étude-là, on leur a donné la définition du harcèlement et on leur a demandé est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu en donnant des exemples. Donc, c'est pour ça que les chiffres peuvent aussi être différents selon les études. C'est par rapport aux définitions qui sont données ou pas et aux exemples qui sont donnés ou pas. Donc, pour le harcèlement psychologique, c'est ça, on retient que c'est une conduite vexatoire qui peut se manifester par des comportements, des paroles, des actes, des gestes qui sont répétés, qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique et physique et qui entraînent un milieu de travail néfaste. Et ça, c'est sans l'intention de l'auteur. Dans le fond, ça, c'est pas vraiment un élément important pour décider si c'est du harcèlement ou non. Quand on parle de harcèlement sexuel, c'est un petit peu la même chose, sauf que ce sont des gestes, des comportements, des contacts physiques, répétés encore une fois, mais qui ont un caractère sexuel. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu ces définitions de base, on peut regarder les spécificités LGBTQ+, parce que c'est vrai que c'est quand même ça qui nous intéressait pas mal dans cette étude-là. Première chose qu'on a remarqué, c'est que les personnes LGBTQ+, sont plus susceptibles d'avoir vécu du harcèlement psychologique ou sexuel. On a tout mis un petit peu dans la même boîte là-dessus pour que les personnes qui ne sont pas LGBTQ+.
Fait qu'on parle de 65% des personnes LGBTQ+, contre 35% des personnes non LGBTQ+. Bien sûr, même 35%, c'est trop, puis on souhaite du harcèlement pour personne, c'est pas ça le sujet. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a quand même une surreprésentation des personnes LGBTQ+, dans les victimes de harcèlement sexuel et psychologique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour cette étude, on a donné une définition, puis on a donné des exemples de différentes choses qui peuvent constituer du harcèlement, et on a demandé. Et quel que soit un petit peu le comportement de harcèlement des exemples qu'on a donnés, à chaque fois, les personnes LGBTQ+, ont été plus susceptibles d'avoir vécu ce genre de harcèlement-là. Donc, les moqueries, les blagues à caractère sexuel, les avancements désirés, les menaces, bref, tout ça, ça a été quand même, je trouve ça assez intéressant de voir que peu importe le type de harcèlement, généralement, les personnes LGBTQ+, en ont eu plus. Une autre particularité par rapport aux personnes LGBTQ+, c'était le fait de divulguer ou non leur orientation sexuelle. Ça, c'est quelque chose, souvent, on parle des gens qui sont dans le placard, donc qui n'ont pas encore parlé de leur orientation sexuelle ou identité de genre, et les personnes qui sont out, donc qui vivent ouvertement leur identité. Sauf que cette dichotomie, des fois, elle est un petit peu trompeuse parce que souvent, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Donc, pour cette étude, on a demandé en fait une petite gradation entre donc combien de personnes sont au courant de votre identité LGBTQ+, dans votre milieu de travail, en partant de aucune à tout le monde. Et ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a une majorité de personnes qui sont plutôt dans le placard plutôt que hors, donc qui n'ont aucune personne qui sont au courant ou juste quelques-unes par rapport aux personnes qui sont ouvertement vraiment LGBTQ+, que tout le monde le sait. Ça, c'est vraiment juste 22% de la population. Donc, ça explique aussi pourquoi les personnes LGBTQ+, en milieu de travail sont souvent invisibles, parce qu'elles ne partagent pas encore leurs identités avec les personnes LGBT, avec les personnes autour d'elles. Un autre chiffre que je trouve vraiment impactant et vraiment mobilisateur comme chiffre, c'est la proportion de personnes LGBTQ+, qui ont déjà pensé ou qui ont déjà quitté ou qui ont déjà pensé à quitter un emploi à cause du manque d'inclusion de leur milieu de travail. On parle de 15% des personnes LGBTQ+, qui ont déjà quitté un emploi ici au Québec parce que ce n'était pas assez inclusif, et 21% qui y ont pensé. Et on s'entend, idéalement, nos employés ne devraient pas rêver de quitter leurs emplois. Même s'ils ne quittent pas, on aimerait avoir des employés qui veulent être là. Et pour ça, ça prend un milieu de travail inclusif. Dans la prochaine slide, je vais vous montrer des témoignages de personnes qui sont LGBTQ+, qui nous ont parlé de leur réalité. Ces témoignages peuvent être un petit peu perturbants pour certaines personnes, que je veux juste prévenir un petit peu. Ce n'est pas tant violent, mais je préfère quand même en parler. Donc, je vais vous lire ces 4 petits témoignages-là. La façon dont on a eu ces témoignages-là, c'est que dans le sondage, on avait listé une question ouverte. Donc, les personnes pouvaient donner où on incitait les gens à partager des exemples de harcèlement qu'ils ont eu. On a eu des types d'harcèlement pour tout plein de raisons, mais nous, on s'est focalisé pour cette présentation sur les harcèlements qui étaient liés à leur identité LGBTQ+. Donc, premier témoignage. Des personnes au travail se moquaient de moi à cause de ma gestuelle et de ma voix. Elles faisaient des imitations de mes gestes devant moi et devant les autres. Deuxième témoignage. Des collègues masculins se moquaient d'autres collègues présumément homosexuels sans qu'ils soient présents, mais sans se cacher. Ils le font ouvertement et avec beaucoup de mépris. Ils ne savent pas que je suis gay. Je me tais, comme je l'ai fait tant de fois. Troisième témoignage. Une personne en charge du ménage a fait le commentaire que les personnes LGBTQ+ devraient toutes mourir. Quatrième témoignage. Au travail, les gars me traitent de fif. Fait qu'on voit que ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Puis là, j'ai mis juste une sélection de ces commentaires-là, mais on a vu beaucoup de témoignages justement par rapport à l'isolation, par rapport aux moqueries, du harcèlement sexuel aussi, des personnes trans aussi qui vivaient de l'isolation parce que les gens ne voulaient pas être associés avec une personne trans. Tout ça, ça nous amène aux besoins de formation qui a vraiment été criant dans ces résultats d'études. D'abord, une des questions qu'on a posées, c'était est-ce que vous avez déjà reçu de l'information ou une formation sur l'inclusion des personnes LGBTQ+ au milieu de travail? Et seulement 14% des répondants ont répondu oui. Donc, on ne sait pas c'était quoi exactement le contenant de leur information. Est-ce que c'était juste un courriel? Est-ce que c'était une formation complète? On ne sait pas. Mais on va voir que ne serait-ce que ceux qu'ils ont reçus, ça a l'air d'avoir fait vraiment une différence.
Puis, je vais vous montrer les comparatifs des personnes formées versus non formées. C'est assez parlant. Et une autre statistique que je trouve intéressante, c'est que 20%, donc une personne sur 5, se sent mal équipée pour cultiver un milieu de travail inclusif et sécuritaire pour les personnes LGBTQ+. Donc, on voit qu'il y a vraiment un besoin de mieux équiper nos employés, nos travailleuses sur ces enjeux. Une autre question dans le sondage qu'on a posé, c'est par rapport à l'intégration des personnes trans. Donc là, on a posé 2 questions là-dessus. D'abord, est-ce que vous savez s'il y a une structure d'accompagnement établie pour les personnes qui font une transition de genre dans votre milieu de travail? Donc, par exemple, un procédé clair, une politique, dans le fond, une idée de qu'est-ce qui se passe quand une personne veut faire sa transition. Et il y a quand même peu de personnes qui ont dit que oui, je sais qu'il y en a une et je saurais la trouver. On a donné 22% qui ont dit qu'ils pensaient qu'il y en avait une, mais qui ne sauraient pas forcément la trouver. Et le reste, soit n'étaient pas sûrs que ça existait, soit savaient pour sûr qu'il n'y en avait pas. Donc ça aussi, on voit qu'il y a peut-être les entreprises ne sont pas forcément super bien équipées pour accompagner leurs employés trans. Autre question qu'on a posée, puis là, c'est la premier comparatif non formé, formé. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée d'avoir une personne trans dans votre équipe? Donc ça, c'est vraiment un sentiment très subjectif qu'on a voulu mesurer. On voit que on a quand même une majorité de personnes qui se disent à l'aise, très à l'aise, plutôt à l'aise, on dirait un tiers, puis le reste des personnes qui sont plutôt mal à l'aise ou très mal à l'aise. Il n'y a pas tant de ça de différence entre les non formés et les formés. La façon dont je l'explique, c'est que souvent, les formations, malheureusement, restent très théoriques. Nous, ça, c'est quelque chose... Une des choses qui nous tient à cœur à la Fondation Émergence, c'est que lors de nos formations, elles sont toujours accompagnées par le témoignage d'une personne trans. Et ce qu'on remarque, et ce qui a été prouvé dans de la littérature scientifique sur le sujet, c'est que le fait de rencontrer une personne trans, ça améliore le confort de se retrouver avec des personnes trans dans le futur. Parce que souvent, les gens ne sont pas à l'aise avec des personnes trans parce qu'ils ne savent pas qui c'est, ils sont un peu des idées reçues là-dessus. Et le fait d'en rencontrer, de parler avec une personne trans, elle se rend compte après que c'est du monde comme tout le monde. Et ça aide vraiment à l'intégration. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas exactement, les personnes qui sont formées, exactement quel type de formation ils ont reçu. Mais je sais que ce n'est pas forcément tout le monde qui a eu l'opportunité d'avoir une formation avec un témoignage de personnes trans. Ensuite, pour la question sur est-ce que vous vous sentez équipé pour cultiver un milieu de travail inclusif et sécuritaire, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une personne sur 5 qui ne se sent pas équipée ou mal équipée. Ça, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence entre les personnes qui ont eu reçu un type de formation sur le sujet. On voit qu'il y a quand même le double de personnes qui se sentent très bien équipées. Donc, on voit que ça fait quand même une belle différence. Une personne sur 2 affirme avoir été témoin d'au moins une situation de harcèlement, donc par rapport aux exemples qu'on a montrés au début. Mais par contre, les gens ne sont pas forcément sûrs de toujours exactement comment réagir face aux situations de harcèlement. Donc, les personnes qui sont formées, encore une fois, ont une idée beaucoup plus claire de qu'est-ce qu'ils devraient faire s'ils sont témoins de harcèlement, probablement parce que c'est un enjeu qui a été vu dans la formation qu'ils ont reçue. Ou peut-être que juste le fait de parler d'enjeux LGBTQ+ en milieu de travail, ça leur a donné des idées de à qui en parler. Un des problèmes qu'on voit, puis là, pour les personnes LGBTQ+, comme pour les personnes pas LGBTQ+, dans l'ensemble de la population, vraiment, c'est un manque de signalement. Et ce que je trouve vraiment frappant dans ce sondage, c'est qu'on a posé 2 questions. On a posé aux personnes qui n'avaient pas été victimes de harcèlement, est-ce que vous porteriez plainte si vous étiez victime de harcèlement? Ensuite, on a posé la question aux personnes qui avaient été victimes. Vous qui avez été victime, est-ce que vous avez signalé ou est-ce que vous avez porté plainte? Et on voit les résultats sont très différents. Donc, en théorie, les gens disent, si je vivais du harcèlement, c'est certain ou c'est probable que je porterais plainte. Puis là, on voit qu'il y a quand même plus d'un tiers qui dit que c'est certain qu'il porterait plainte. Puis 41% qui dit que c'est probable qu'elle porterait plainte. Mais quand on va dans la réalité, il y a juste 12% des personnes qui ont été victimes qui ont porté plainte
et un autre 21 qui l'ont signalé sans porter plainte. Mais dans la très grande majorité, ce sont des personnes qui n'ont rien dit, qui n'ont ni signalé ni porté plainte. Donc, pourquoi est-ce que les gens disent qu'en théorie, ils porteraient plainte et en réalité, ils ne le portent pas? Ben, peut-être que justement, il y a un problème au niveau du système de signalement. Peut-être que les gens, finalement, se sentent pas si à l'aise que ça de porter plainte. Et je pense que ça passe déjà par le dialogue, le fait de parler de ces réalités-là, le fait de former les gens sur ces réalités-là. Ensuite, une autre... Donc, une différence aussi où on voit que la formation fait quand même un effet positif, c'est le fait que les personnes qui ont reçu de la formation sont plus susceptibles de signaler ou de porter plainte après avoir vécu du harcèlement. Peut-être parce que justement, les méthodes de signalement sont plus connues des personnes qui sont formées, ou peut-être qu'elles se sentent plus à l'aise vu que c'est un milieu de travail où on parle des enjeux LGBTQ+, de parler du harcèlement qu'elles ont vécu. Ensuite, on a posé une série de questions sur à quel point vous êtes sûr que s'il y avait des comportements ou des propos discriminatoires, homophobes, transphobes, à quel point êtes-vous sûr que votre direction interviendrait et ensuite que vos collègues interviendraient. Donc, au niveau de la direction, les gens se sentent quand même apparemment bien représentés puisque il y a quand même une majorité de gens qui penseraient que la direction interviendrait. Mais on voit encore une grosse différence entre les non-formés et les formés, encore une fois, qui peut être expliquée par le fait que les lieux où il y a une formation, généralement, c'est des lieux où on a l'impression qu'ils sont plus inclusifs et probablement que la direction est mieux équipée à réagir. Ce que je trouve intéressant, c'est que apparemment, les employés ont plus foi en leur direction qu'envers leurs collègues quand il vient le temps d'intervenir. Peut-être parce que les collègues ont moins de formation aussi là-dessus. Mais dans tous les cas, le fait de recevoir une formation aide beaucoup au niveau de l'intervention. Et ce qu'on remarquait aussi dans les chiffres, c'est que non seulement les gens semblaient plus susceptibles d'intervenir, mais ils avaient aussi une meilleure idée de comment intervenir en cas de harcèlement lorsqu'ils avaient reçu une formation. Et je précise, on parle d'une formation sur les enjeux LGBTQ+, mais qui ne parlait pas forcément de harcèlement. Donc, vous imaginez que si c'était la formation pro-alliée sur le harcèlement, là, on aurait eu des taux d'intervention vraiment meilleurs. Ensuite, une dernière question qu'on a posée, c'était, on a posé plus de questions là, mais la dernière question dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de penser que son supérieur hiérarchique montre l'exemple, donc en matière de langage, de comportement qui favorise un milieu de travail inclusif et par conséquent qui encourage l'affirmation des personnes issues de la communauté LGBTQ+. Donc là encore, une fois, on voit la grande différence entre les personnes non formées et formées sur cet enjeu-là. Puis c'est vraiment important quand on parle de la direction, quand on parle des supérieurs hiérarchiques, que ces personnes puissent montrer l'exemple parce que souvent, on a la tendance à refléter un peu le comportement de nos supérieurs hiérarchiques, d'aller dans cette direction-là. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé d'ailleurs dans notre guide d'intégration des personnes trans en milieu de travail, qu'une fois que le chef d'équipe était vraiment inclusif et acceptait l'identité de ses employés, généralement, l'atmosphère de travail va suivre. Donc, ça, c'est vraiment important de former les gestionnaires et les chefs d'équipe à ce sujet-là. Enfin, je terminerai avec un petit peu la leçon qu'on prend de ces statistiques-là. Puis la dernière question qu'on leur posait, c'était, selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour mettre fin au harcèlement des personnes LGBTQ+, en milieu de travail? Et dans le fond, il y avait plusieurs mesures et le but de l'exercice était de les classer. Donc, la première mesure qui a été donnée, c'était la sensibilisation sur ce qui constitue du harcèlement. Et peut-être que justement, en faisant le sondage, ces personnes-là se sont rendues compte que leur définition du harcèlement peut-être n'était pas si complète que ça et ont réalisé qu'il y avait des exemples de situations qui constituent du harcèlement et que peut-être elles-mêmes ne considéraient pas comme du harcèlement. Donc, et c'est vraiment le but de ce projet, c'est de sensibiliser sur ce qui constitue du harcèlement. Je vous inviterai vraiment à regarder le reste de nos vidéos qui vont être publiées dans les semaines à venir, dans les quelques mois à venir.
sur des exemples de situations de personnes LGBTQ+, qui vivent du harcèlement. On a fait vraiment un effort d'essayer de montrer différentes situations de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel par rapport à différentes identités, dans différents contextes de travail. Donc, je suis un peu biaisée, mais je pense que c'est vraiment des belles vidéos. J'espère que vous les aimerez vous aussi. À gauche, en fond, j'ai fait le tri des mesures par rapport aux personnes de la population générale et à droite par rapport aux personnes LGBTQ+. C'est à peu près la même chose, mais quand même, il y a une petite différence dans le sens que les personnes LGBTQ+, avaient tendance à plus valoriser les formations sur les enjeux et les réalités LGBTQ+. Et en effet, on pense que c'est un petit peu ça le cœur du sujet. Si on veut enlever du harcèlement, il faut faire de la sensibilisation et de l'éducation. Parce que souvent, le harcèlement, les blagues, les comportements inappropriés sont basés sur des préjugés, sont basés sur des biais qui viennent d'une mauvaise compréhension de ces enjeux-là. Et ensuite, les deux autres mesures, la sensibilisation sur quoi faire quand on est victime et sur quoi faire quand on est témoin de harcèlement. C'est pour ça qu'on a rajouté dans nos vidéos aussi une vidéo sur quoi faire quand on est victime et une vidéo sur quoi faire quand on est témoin. Puisqu'on a vu dans les statistiques que je viens de vous montrer qu'une personne sur deux a été témoin de harcèlement. Donc, le fait d'équiper les témoins pour être des témoins actifs, ça, c'est aussi un des enjeux de la bataille. Cette présentation-là va se retrouver sur notre site Internet. Puis vous pourrez aussi regarder le fichier plus complet de données, mais qui est peut-être un petit peu plus ardu à regarder. Donc, je vous inviterai peut-être à juste regarder cette présentation-là qui sera disponible sur le site Internet, donc Fondation Émergence, /harcèlement. Sur ce, on va commencer, je pense, la période de questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Alors, Olivia, je te rassure, c'est très, très bon. Les commentaires sont nombreux. Sincèrement, je pense que vous avez vraiment réussi à bien identifier là, les besoins en lien avec cette situation-là. Je vais me permettre de peut-être lancer une première question et par la suite, là, on pourra prendre celles qui sont dans le chat et dans la période de questions, dans le Q&A. Mais dans le début de ta présentation, Olivia, tu fais référence aux gens de LGBTQ+. Pourquoi, selon toi, ces gens-là sont plus susceptibles de vivre du harcèlement? C'est une très bonne question, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment ça se fait que les personnes LGBTQ+ sont plus susceptibles de vivre du harcèlement? Il y a d'abord le fait que généralement, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le moule ont tendance à vivre plus de violence, de harcèlement, donc toutes les personnes qui sont marginalisées, donc les personnes LGBTQ+. En plus de ça, il faut comprendre qu'il y a encore beaucoup d'homophobie et de transphobie dans notre société, même si on a fait d'énormes progrès, il reste encore de la bataille à faire. Et ça se manifeste souvent par des biais inconscients qui vont justement faire en sorte qu'on se sent à l'aise de poser certaines questions indiscrètes sur nos collègues, on se sent à l'aise de faire certaines blagues parce que c'est comme on les a vus dans des films, dans des séries, fait qu'on les répète. Et donc ça, c'est le fait aussi que les personnes LGBTQ+, sont souvent vues un petit peu de façon... on a tendance à avoir un petit peu de fantasme sur ces identités-là, ou de la peur, du dégoût. Donc, il y a beaucoup d'émotions fortes liées à nos identités. Donc, je pense que c'est pour ça que le travail d'éducation est aussi important. C'est impressionnant. J'ai une question qui nous est posée par un participant. Est-ce que vous avez pensé à inclure les centrales syndicales dans le projet? Ce projet peut être un bon moyen de travailler en comité paritaire. Alors, est-ce que vous avez pensé les inclure? Oui, dans le fond, c'est ça. On a d'ailleurs dans le sondage, on a fait aussi la différence. On peut faire la différence entre les personnes syndiquées ou les personnes non syndiquées. Puis on voit que les personnes syndiquées ont tendance à avoir de meilleurs scores sur justement le fait de mieux connaître les enjeux, de mieux plus intervenir, de plus signaler. Mais oui, on serait très content d'intervenir au niveau des syndicats pour faire des formations, pour les aider dans leurs outils. Absolument. Excellent. Pour proposer la formation, Olivia, pro-allié à notre employeur, et ça vient encore une fois de quelqu'un qui nous écoute, est-ce qu'on contacte directement la Fondation Émergence? Oui, dans le fond, vous pouvez m'écrire à moi, puis je serais très contente de vous donner plus d'informations sur cette formation. Puis sachez que les membres du CPQ ont un tarif préférentiel, fait que presque profitez-en. Jusqu'au 31 mai, on fait un tarif préférentiel pour tous les membres du CPQ. Excellent. Bien sûr, la présentation et les vidéos seront disponibles aux participants parce que cette question est venue souvent sur le chat. Offrez-vous de la formation pour les formatrices et les formateurs?
Ça, je laisserai ça peut-être à Laurent, ça c'est plus dans nos orientations stratégiques. Je suis désolé, j'ai mal compris en fait. Offrez-vous de la formation de formatrices et formateurs? En fait, la formation est assez standard pour tous les milieux, tous les groupes. Donc, on prévoit dans l'avenir monter des modules de formation sur une plateforme en ligne qui sera disponible à tout le monde. Mais il y a toujours moyen d'adapter, disons, à la carte, là, les formations selon les besoins spécifiques des différents groupes. Donc, s'il y a des personnes qui sont elles-mêmes formatrices, puis qui aimeraient inclure des volets de la diversité sexuelle et de genre en lien avec le harcèlement, bien, ça va nous faire plaisir là, de les accompagner là-dedans. Puis, on adaptera ensuite le format de la formation selon leurs besoins. OK. J'ai une question pratico-pratique. C'est quelqu'un qui travaille au fédéral. Il voudrait soumettre cette formation à son employeur lors de leur prochaine rencontre patronale syndicale. Est-ce que celle-ci, elle est disponible en anglais et en français? Absolutely. I'm used to doing this training session in English as well as in French. Quelle belle façon de répondre, Olivia. Alors, la limite est souvent liée fine entre le harcèlement et la non-compréhension. Il est effectivement important de donner de l'information sur le point de vue de la communauté LGBTQ+, bien comprendre, c'est comprendre les différences et les accepter. Je pense que c'est effectivement une très bonne phrase, celle-ci. Hein? Puis je rajouterais, des fois, dans ma formation, j'explique un petit peu mieux la différence entre ce qu'on appelle des micro-agressions, qui sont des gestes un petit peu maladroits, mettons, qui vont être blessants, et du harcèlement. Puis le harcèlement, ce qu'on a vu, c'est vraiment le caractère répété de la chose. Donc, par exemple, une personne qui ferait une fois, qui se tromperait une fois dans les pronoms, qui ferait une fois une blague un peu déplacée, si vous lui demandez d'arrêter, qu'elle arrête, c'est correct. Parce que ça peut être quand même blessant, mais ce n'est pas du harcèlement. Par contre, si vous lui demandez d'arrêter ou vous montrez que vous n'êtes pas d'accord, puis la personne continue et ça continue, là, c'est du harcèlement. Puis le harcèlement, bien sûr, peut quand même exister s'il n'y a pas de geste répété. Si c'est un geste grave, donc on parle de violence physique ou quoi, il n'y a pas besoin d'avoir de la répétition. Et là, ce n'est pas de la mécompréhension, là, ça reste de la violence. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui mentionne qu'ils donnent déjà de la formation dans leur organisation et qu'ils veulent vraiment, là, ils trouvent l'idée fort intéressante d'inclure le volet LGBTQ+. On voit ici pour te contacter directement. La formation pro-allié par l'émergence est celle qui a suscité le plus de réactions positives et de retours pertinents de la part de l'équipe. Nous l'avions déjà faite à l'ensemble de la grande équipe de manière virtuelle pour couvrir les 17 régions administratives. Alors, cette personne la recommande fortement. Avez-vous des exemples, Olivia, de structures d'accompagnement pour les personnes qui font une transition de genre dans votre milieu de travail ou dans notre milieu de travail? Si oui, est-elle publique sur votre site Web? Alors, elle n'est pas encore publique. On a travaillé récemment avec Desjardins Assurance dans une trousse d'outils pour les employeurs qui, justement, avec un formulaire de transition qui aide les gestionnaires à rassembler un peu toutes les informations et penser à toutes les étapes. Moi, pour avoir accompagné plusieurs transitions de personnes trans dans leur milieu, je dirais que le premier truc qui a vraiment aidé, c'est tout simplement de former l'équipe, si possible avant le coming out de la personne et d'essayer d'aller de façon vraiment proactive plutôt que réactive parce que trop souvent, on m'appelle quand il commence à avoir des problèmes et idéalement, j'aurais voulu intervenir avant ça. Excellent. J'aimerais savoir si le sondage tient compte des milieux de travail. Est-ce que ça considère les enjeux pandémiques du fait que le travail s'est fait en grande majorité en virtuel et non en présentiel? Absolument, il y avait des questions là-dessus sur le sondage par rapport au télétravail versus travail en présentiel. Et souvent, les gens pensent que si on est en télétravail, il ne peut plus y avoir de harcèlement. Malheureusement, le harcèlement prend différentes formes et s'adapte. Et j'ai vu plusieurs exemples de harcèlement virtuel. Donc, par exemple, le fait de toujours oublier d'envoyer le lien de rencontre à certaines personnes, par exemple. Excellent. Et comme on a des gens d'un peu partout ici aujourd'hui, on parle bien sûr de région, est-ce que les organismes en région vont pouvoir eux-mêmes former les milieux de travail dans leur région?
Ça, je pense que ça reste avec Laurent par rapport au former les formateurs et tout ça. On était en réflexion stratégique il n'y a pas longtemps, fait que je pense que c'est… Ben, pour ce qui est d'offrir les formations en région, si j'ai bien compris la question, le mode virtuel est toujours disponible, évidemment. Pour se rendre en région, cela dépendra des fonds disponibles. Mais on a l'intention effectivement d'aller en région pour rencontrer les différentes entreprises. Puis, on a l'habitude de travailler avec nos partenaires communautaires LGBTQ+, à travers nos différents programmes pour voir s'il y a possibilité de relayer la formation. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être possibles. Puis, les entreprises, les milieux de travail qui sont en région et qui souhaitent discuter des différentes possibilités, ne pas hésiter à nous contacter. On trouve toujours moyen de former puis de satisfaire aux besoins en termes d'inclusion. Excellent. Et je vous fais grâce de la multitude des commentaires positifs concernant la vidéo, le sondage. Alors, c'est vraiment très, très, très apprécié. Peut-être une question très directe. Que faut-il faire si on est victime de harcèlement? Je ne sais pas si, Laurent, tu voulais la prendre ou je peux… Ah non, vas-y, Olivia. Dans le fond, il y a plusieurs étapes. Puis on a fait une vidéo justement là-dessus, fait que je vous inviterai à regarder la vidéo une fois qu'elle sera sortie. Mais dans le fond, d'abord, ça serait de parler à la personne. Si vous sentez qu'il y a une possibilité de dialogue, de parler à la personne qui a fait les gestes d'agression. Il se peut que la personne ne se rende pas compte que ce qu'elle fait est blessant ou heurtant. Fait que des fois, ça peut s'arrêter là si vous allez juste lui parler, puis la personne s'en rend compte et dit « Oh, OK, excuse, je vais régler mon comportement ». On l'espère que ça se finit comme ça. Ouais. Sinon, une autre chose que je vous invite à faire, c'est de consulter votre politique anti-harcèlement de votre employeur. Tous les employeurs au Québec et au Canada ont l'obligation d'avoir une politique anti-harcèlement. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire vraiment bientôt. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, vous pouvez aussi nous contacter. Sinon, si vous avez aussi d'autres problèmes, vous pouvez aussi appeler la CNESST, appeler le GASHT, G-A-S-H-T, le groupe anti-harcèlement sexuel en milieu de travail. Et aussi, si c'est quelque chose plus du harcèlement discriminatoire, donc qui concerne vraiment votre identité, puis que vous voulez parler vraiment plus de cette identité-là, il y a des lignes d'écoute comme Interligne qui existent. Si vous voulez parler, juste parler, sans porter plainte, juste parler, ça fait du bien des fois. Puis sinon, il y a la CDPDJ aussi qui peut vous aider au niveau de la discrimination. Excellent. Pour les participants, je vous annonce qu'on a encore quelques minutes. Alors, si vous avez des questions à soumettre, n'hésitez pas. Et j'ai une autre question assez directe, Laurent ou Olivia ou même Patrick. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est témoin de harcèlement? Encore une fois, je laisse notre experte répondre à la question. Dans le fond, c'est ça. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, des fois, c'est de prendre conscience que c'est du harcèlement. Je pense que c'est le premier truc qui n'est pas forcément évident. Il y a de manifester le fait qu'on n'est pas d'accord. Donc, par exemple, si on parle on est en réunion, puis il y a des moqueries, de montrer qu'on ne trouve pas ça drôle, sans forcément aller dans la confrontation, mais juste de montrer qu'on ne veut pas faire partie de cette blague-là. On peut aller parler à la personne qui a fait du harcèlement en privé après, et encore une fois, sans la confronter, mais juste parler de personne à personne en disant, ben, tu sais, la blague que tu as faite tout à l'heure, moi, ça m'a mis mal à l'aise. J'aimerais ça qu'on évite ce genre de propos-là. C'est aussi d'aller vérifier avec la victime comment elle se sent. Peut-être que sur le coup, elle n'a pas l'air très affectée, mais quand vous allez lui parler, ça va lui faire du bien d'en parler. Si vous pouvez aussi lui proposer votre aide. Donc, par exemple, dire comme, ben, si jamais tu veux aller en parler à quelqu'un, moi, je peux t'accompagner pour en parler à notre gestionnaire. Je peux t'accompagner pour faire les procédés. Je peux témoigner. Je peux mettre par écrit ce que j'ai vu. Ça va t'aider dans ton processus de plainte. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et je pense que le rôle des témoins, c'est vraiment très important parce que des fois, en tant que victime, on se sent un peu décontenancé. On n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Puis quand je parlais avec Éducalois sur ce projet-là, souvent, ce qu'elle me disait, c'est que les victimes, en fait, ont l'impression que c'est juste dans leur tête. Et des fois, de se faire dire « Non, non, moi, j'ai vu ce qui s'est passé, je suis avec toi, tu n'es pas toute seule dans cette réalité-là », ça va faire toute la différence. Incroyable. Il y a une statistique, dans la présentation des statistiques tout à l'heure, Olivia, il y a certaines données qui m'ont un peu surpris, dans le sens où il n'y avait pas tellement de grandes différences entre ceux qui avaient fait une formation et ceux qui n'avaient pas fait de formation, sur certains cas particulièrement.
Est-ce que notre société évolue dans la bonne direction? C'est un peu ce que je me disais quand je prenais conscience de ces données. Alors, oui, je pense que notre société évolue dans la bonne direction. Je pense que des sources d'information, il y en a aussi en dehors du travail. Il y a des personnes qui se sont informées par elles-mêmes. Il y a peut-être des personnes qui ont des personnes LGBTQ+ dans leur entourage, donc sans avoir de formation, c'est un petit peu à jour là-dessus. Le gros bémol que je ferai avec cette question-là, c'est qu'on a demandé si vous avez eu de l'information ou de la formation. Ouais. Donc, ça pouvait très bien être on a mis un dépliant à disposition des employés. C'était peut-être une infolettre. On ne sait pas à quel point c'était précis. Cette formation, est-ce que c'était comme un 20 minutes? Est-ce que c'était un 3 heures? On ne sait pas. OK. Puis ça, je pense que c'est pour ça que la formation que nous, on offre, qui est quand même bien structurée, avec justement, nous, on parle du théorique, donc des définitions, tout ça, mais on parle aussi des enjeux, on parle des bonnes pratiques, on a un témoignage, on a une période de questions-réponses, on a une mise en pratique avec des scénarios. Donc vraiment, nous, on se base vraiment sur des bonnes pratiques qu'on a vues dans la revue de littérature sur les formations, sur ce qui marche pour changer les attitudes. Excellent. Carl, Olivia, Oui, je vas-y. voudrais ajouter, quand on parle de formation en milieu de travail, il y a la formation lorsque des nouveaux employés arrivent, qui, à mon avis, est très important, mais aussi la formation qui est annuelle, c'est pas parce qu'une personne a assisté à 2 heures ou 3 heures de formation que cette personne-là a retenu l'ensemble de cette formation-là. Donc, et il y a du renforcement qui doit se faire. Et pour avoir été dans des organisations où ces formations-là étaient obligatoires à l'entrée et de façon annuelle, où informatiquement, si la personne ne faisait pas les formations, ça allait au niveau supérieur et après ça au VP. Mais il y a une espèce de message qui vient de la direction, de l'ensemble de l'entreprise, que ça fait partie du parcours d'un employé à chaque année. Wow. On a quelques témoignages, Olivia. Un, entre autres, qui mentionne cette personne a reçu l'accompagnement pour sa transition par une personne de la fondation avant l'arrivée du programme et ça a facilité les choses. Le programme ProAllié est le meilleur outil présentement qui peut exister. Une autre personne qui mentionne qu'elle a été très bien accompagnée par Olivia, entre autres, lors de la transition au travail, puis elle souligne l'importance de faire affaire avec des professionnels dans le domaine. Il y a quelqu'un qui demandait de pouvoir répéter les 2 organismes, GASH et CDPDJ. Et cette personne aimerait prendre des notes et j'ai vu que Laurent a indiqué le lien dans le chat. Alors, ça répond, je pense, à la question de cette personne. Plus précisément sur le sondage, Olivia, est-ce que le sondage a affiné son questionnement avec, par exemple, l'intersectionnalité personnes racisées? Oui, absolument. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire dans ce sondage-là aussi. Puis qu'on voit dans les études que j'ai lues avant de faire ce sondage-là, c'était le besoin d'avoir une approche intersectionnelle par rapport à cet enjeu. Donc, de prendre en compte que les personnes LGBTQ+, ne sont pas juste LGBTQ+, mais peuvent être victimes d'autres formes de marginalisation, de discrimination et de harcèlement par rapport à d'autres de leurs identités. Donc, on a eu plusieurs questions. Puis dans les résultats détaillés, là, on le présente un petit peu plus. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant au niveau des résultats et au niveau des témoignages, c'est qu'on a vu des témoignages, par exemple, de personnes LGBTQ+, mais qui avaient été notamment ciblés par rapport à de la grossophobie, par exemple, ou par rapport à du racisme. Et ce qu'on voit dans cette étude, peut-être un petit peu moins, mais dans d'autres études, je l'ai vu vraiment de façon très marquée, c'est que c'est vraiment une accumulation ou avec un facteur de multiplication. Donc, les personnes racisées LGBTQ+, souffrent quasiment, on peut peut-être additionner carrément les chiffres des personnes racisées et les chiffres des personnes LGBTQ+. Donc, c'est vraiment un facteur d'accumulation qui a lieu. Et oui, c'est quelque chose qu'on a touché un petit peu dans notre sondage. Merci. Quelle est la durée de la formation et quel est le milieu d'emploi, par exemple, entreprise, grosse ou PME ou organisme communautaire? Alors, on a différents formats. Pour la formation contre le harcèlement, on a un format de 2 heures qui comprend une mise en situation à la fin. Donc, on ne peut pas le faire en super grand groupe. On parle d'une vingtaine de personnes, maximum 30 personnes pour avoir un groupe de formation. Par contre, au niveau de ProAllié, on fait d'autres formations, d'autres formats qui vont de 1 heure à 3 heures, où on peut faire des formats plus conférences, par exemple des lunch and learn qui sont assez populaires.
Donc ça, c'est bien pour des grands groupes, mais c'est bien aussi pour, par exemple, d'avoir des groupes de recruteurs ou des groupes de gestionnaires qui vont suivre l'atelier. Et au niveau des milieux d'emploi, on fait un petit peu de tout. Donc, on a déjà fait des petits organismes communautaires de région et des grandes multinationales. On fait un petit peu de toutes les échelles. Et on a une grille de tarifs qui s'adapte. Donc, on a des tarifs différents pour les organismes communautaires, pour les PME et pour les grandes entreprises, pour permettre justement aux plus petits organismes de prendre part à cette démarche. Excellent. J'ai une question intéressante, puis je présume déjà de la réponse, mais je pense que faut que je la pose absolument. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une bataille pour inclure dans les politiques pour contrer le harcèlement en milieu de travail les personnes LGBTQ+, sachant que les employeurs, depuis le 1er janvier 2019, doivent avoir une politique pour contrer le harcèlement? Mais absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est obligatoire d'avoir une politique contre le harcèlement, puis c'est obligatoire au niveau fédéral et provincial, pas aux mêmes dates, mais de toute façon, c'est obligatoire. Et ça, c'est une des bonnes pratiques qu'on conseille, c'est d'avoir dans les politiques des exemples de qu'est-ce qui constitue du harcèlement et des définitions. Parce que quand on dit « ici, on ne tolère pas l'homophobie », mais si vous ne définissez pas c'est quoi l'homophobie, ça ne va pas forcément aider. C'est déjà bien, mais on pourrait faire mieux. Excellent. Il y a quelqu'un qui mentionne que pour lui, il faut travailler tous ensemble pour éliminer la discrimination, et ce genre de formation doit être donné dans tous les domaines ou dans tous les domaines et pas seulement dans les grandes entreprises. Et c'est tout à fait vrai. Et merci de tenir compte des autres facteurs de harcèlement car quelle que soit la source et le fondement, c'est à proscrire. Alors, on le voit, là, il y a vraiment beaucoup de réactions positives, Olivia, Laurent et Patrick, par rapport aux vidéos, par rapport au sondage, par rapport à la formation pour allier. Et je pense que vous avez vraiment quelque chose de fort, fort important entre les mains. Merci, Carl. Merci. Écoutez, merci on semble… je voulais juste dire merci à tout le monde qui a posé des questions. C'est vraiment agréable de pouvoir parler de ce sujet-là. Bien, écoutez, on a épuisé les questions, on a presque épuisé le temps, mais je vais vous laisser le mot de la fin à Olivia, à Laurent et Patrick parce que c'était tellement intéressant et surtout, c'est motivant de voir ce qui s'est fait, mais surtout voir le grand travail qui nous reste à accomplir. Je vous dirais que ça nous donne des ailes. Alors, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté ces éléments-là. Et écoutez, je vous laisse le mot de la fin tous les trois et je suis convaincu qu'Olivia, tu auras l'occasion de clore ça en beauté. Alors, à vous la parole. Je peux juste finir en disant, petite parenthèse, là, que pour nos témoignages, pour nos formations, comme je vous l'ai dit, on utilise toujours un témoignage d'une personne concernée par les enjeux. Si jamais vous avez été victime de harcèlement et que vous voulez en parler, que vous voulez faire des témoignages pour la Fondation Émergence, vous pouvez me contacter. Ça me fera plaisir de travailler avec vous. Donc, je vais juste dire ça. Puis merci à tout le monde de vous être connectés. J'espère recevoir plein de demandes de formation puis vous voir bientôt dans vos milieux de travail. Merci, Olivia, pour la présentation. Merci, Carl. Merci à la CNSST pour le financement. Merci au Conseil du patronat pour nous aider dans la sollicitation pour les formations auprès des membres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, comme le mentionnait Olivia. Puis, merci, Patrick, aussi, pour ta présence aujourd'hui. Donc, bonne journée tout le monde. Puis, on attend de vos nouvelles. J'aimerais remercier nos équipes respectives, Carl. On est bien entouré pour faire ce genre de présentation-là et je suis encore une fois heureux de cette précieuse collaboration qu'on a avec le Conseil du patronat. Merci beaucoup. Merci, Patrick. On est extrêmement fiers de faire ce partenariat avec vous. Alors, je vous remercie. Je remercie ceux et celles qui ont participé avec nous aujourd'hui et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Au revoir.